Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette présentation de la solution DP Manager relative à la conformité à la loi 1807 et son amendement, la 2511. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous entendez ma voix? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Parfait. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Vous voyez mon écran. Parfait. Alors, comme vous savez, la loi 1807 a eu un impact très important sur tous les organismes qui traitent les données à caractère personnel. C'est vraiment un changement radical de la façon de travailler, je vous l'assure. D'accord? Et ça nécessite, il y a des obligations sur le responsable de traitement. Juste un petit rappel de ce qu'est la loi, juste une structure de la loi. La loi, elle est venue avec des principes, donc ce sont les règles que doit utiliser dorénavant un responsable de traitement lorsqu'il traite les données à caractère personnel, et elle est venue avec des droits pour les personnes. Les principes qui sont les règles, vous savez, c'est des principes standards qui sont inspirés de la norme 27701. Même le RGPD, il est inspiré de la norme 27701. C'est des normes standards. Vous avez le premier principe qui est la licéité et la loyauté. Et dans ce principe-là, chaque responsable de traitement doit s'assurer que son traitement est légal. La légitimité du traitement, la loi, elle a prévu, l'article 7 de la loi, il a prévu 7 bases légales pour rendre le traitement légitime, dont le consentement, l'obligation légale, le contrat pré-contrat, l'intérêt légitime. C'est les bases légales les plus utilisées dans les organismes de traitement. Le deuxième principe, c'est le principe de finalité, c'est-à-dire les objectifs d'un traitement. Vous allez me dire, c'est normal qu'un traitement, il a des objectifs, mais regardez ce que la loi exige. Il faut que les finalités soient déterminées au préalable, c'est-à-dire je ne peux pas collecter les données d'une personne puis faire le traitement, un autre traitement que je n'avais pas prévu. Alors, au préalable, déterminé au préalable, elle doit être explicite. Lorsque j'explique à la personne, il doit comprendre l'objectif du traitement. Légitime, donc je dois trouver la base légale. Et attention, là c'est très important ce que je vais dire. La quatrième condition dans ce principe, c'est que je ne peux pas utiliser les données d'une personne pour des finalités que je ne lui ai pas déjà déclarées. D'accord? La loi, elle dit, elle ne peut être utilisée. Les données ne peuvent être utilisées pour des finalités non compatibles avec ce que vous avez déclaré. Le troisième principe, c'est le principe de minimisation. Là, c'est très simple. Je ne dois collecter que les données nécessaires à la réalisation de mes finalités. Toute donnée, au cas où ce n'est plus acceptable. On ne doit collecter que les données nécessaires. Le quatrième principe, c'est le principe d'exactitude, complétude et mise à jour. Je dois m'assurer, lorsque je collecte mes données, qu'elles sont exactes. Je dois m'assurer qu'elles sont complètes et je dois les mettre à jour ou les actualiser à chaque fois qu'il est nécessaire. Le cinquième principe, c'est un principe très challengeant, c'est le principe de durée de conservation. La loi me dit, vous ne pouvez plus conserver les données à caractère personnel d'une façon illimitée. Vous devez déterminer la durée de conservation. Et le sixième principe, qui est un principe fondamental, c'est la sécurité et la confidentialité. L'article 38, il vous dit, en 3 mots, le responsable de traitement doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre les violations.
Donc, mesures techniques et organisationnelles appropriées, c'est-à-dire les mesures techniques concernant les données numériques, les mesures organisationnelles concernant les procédures, les documents papier, etc. Ça, c'est les principes et les règles que la loi impose aux responsables de traitement. La loi, elle est venue aussi dire aux responsables de traitement que les données des personnes que vous détenez ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à ces personnes-là, et la loi leur a donné des droits. Le droit à l'information, le premier droit, vous devez informer la personne avant ou au moment de la collecte. Qui êtes-vous, le responsable de traitement? Pour quelle finalité vous allez collecter ces données? Avec qui vous allez les partager? Quels sont ces droits et comment il pourra les exercer? Le deuxième droit, c'est le droit d'accès. La personne a le droit de venir vous demander est-ce que vous traitez mes données? Vous devez répondre par oui ou non. Et il peut même demander de lui donner les données qui sont détenues chez vous. Le troisième principe, le troisième droit, c'est le droit de rectification. La personne a le droit de demander la rectification des données qui sont en votre possession, l'actualisation, la suppression, bien sûr, ça doit être légitime. Le quatrième droit, c'est le droit d'opposition. La personne peut s'opposer, pour une raison légitime, encore une fois, au traitement de ces données. Et le cinquième droit, c'est un droit oublié, parce qu'il n'est pas dans la partie des droits dans la loi, mais il est dans l'article 7. Dans l'article 7, vous avez le consentement express. La loi vous demande de recueillir le consentement express de la personne. Mais elle vous dit aussi que vous devez lui fournir la possibilité de se rétracter, de retirer son consentement. Et là, c'est un droit de rétractation. Très bien. Alors, concrètement, quelles sont les obligations du responsable de traitement pour se conformer à la loi? Alors, vous savez, avec l'amendement 2511, on est obligé de tenir un registre des traitements. Chaque responsable de traitement doit avoir un registre de traitement manuel ou électronique. Il doit recueillir les consentements des personnes dont il collecte les données. Il doit les informer de ce qui est donc le droit à l'information. Il doit leur mettre à disposition de ces personnes des mécanismes d'exercice de leurs droits. Comment ils vont exercer le droit d'accès, comment ils vont exercer le droit de rectification, d'opposition. Il doit faire signer à tous ses employés, tous les salariés qui ont accès à l'outil informatique une charte de sécurité. Il doit faire signer à tous les employés qui ont accès aux données personnelles, que ce soit par outil informatique ou manuellement, un engagement de confidentialité. Il doit revoir les contrats des sous-traitants. L'article 39, il est très difficile. Alors, la première partie de l'article 39, il vous dit, le responsable de traitement doit choisir un sous-traitant qui offre des garanties inhérentes à la protection des données. Donc, attention, même le choix est sous la responsabilité du responsable de traitement, le choix du sous-traitant. Et il doit avoir un contrat. Donc, il est obligatoire d'avoir des contrats avec les sous-traitants, un contrat qui stipule certaines clauses de protection des données. Le minimum que le sous-traitant ne peut traiter les données que sur instruction du responsable de traitement. Il doit tenir un registre des demandes de droit. Un registre des demandes de droit, il n'est pas écrit clairement qu'ils font un registre des demandes de droit. Mais lorsque vous allez à l'article 34 et vous voyez que le responsable de traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives des personnes, c'est-à-dire une personne qui exerce une demande de droit tous les jours. Ça ne marche pas. Donc, il peut s'opposer, mais la loi, elle lui dit, c'est le responsable de traitement qui doit prouver le caractère abusif de la demande. Donc, pour prouver le caractère abusif de la demande, il faut avoir une traçabilité des demandes de la personne. Et là, nous avons besoin d'un registre des demandes de droit. Il faut aussi un registre des violations. À chaque fois qu'il y a une violation au niveau des données, on doit l'inscrire et avec l'amendement de la loi 2511, on doit notifier l'autorité. À la fin, il doit déclarer tous les traitements qu'il est en train d'opérer chez lui. Donc, traitement RH, traitement client, traitement fournisseur, vidéosurveillance, conseil d'administration, poste de garde, etc. Et s'il transfère des données à l'étranger, il doit demander une autorisation de transfert à l'étranger.
Donc, tout cela doit être fait pour être conforme à la loi. Ça, c'est les actions les plus importantes, les actions phares. C'est un travail immense pour se faire, pour tenir un registre des traitements déjà, il faut cartographier des traitements. Donc, le DPO, qui est devenu une obligation aujourd'hui par la loi, par l'amendement de la loi 2511, a beaucoup de travail pour qu'il puisse arriver à créer un registre des traitements chez lui et avoir toutes ces actions. Alors, et si vous pouviez simplifier tout ça, avec DP Manager, toutes ces tâches que je vous ai décrites sont intégrées dans la solution jusqu'au remplissage automatique sur la plateforme de la NPDP. Donc, même le DP Manager va remplir directement sur la plateforme de la NPDP. Alors, pour ce faire, pour la démonstration d'aujourd'hui, nous allons prendre un cas réel, c'est le traitement RH, et je vais vous montrer comment, grâce à DP Manager, je peux gagner 80% de temps. D'accord? Je passe maintenant à la solution DP Manager. Ça va? Vous écoutez toujours? Vous êtes toujours là? Génial. Très bien. Alors, je passe directement à la présentation sur DP Manager. DP Manager, c'est une solution SaaS, donc elle se présente comme ça. Vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe. Bien sûr, vous pouvez même affecter, avoir plusieurs utilisateurs. Par exemple, pour le traitement RH, je peux donner accès au DRH. Il aura accès uniquement au traitement RH. Le directeur commercial, il aura accès à son traitement pour le compléter, etc. D'accord? Maintenant, je vais accéder à la plateforme. Là, nous avons la plateforme. Vous avez un tableau de bord, on le verra tout à l'heure. Donc, dès la création d'une instance pour un organisme, le DP Manager, il vous crée des tâches. Vous devez juste le suivre et compléter les tâches. La première tâche, c'est saisir les informations de l'organisme. D'accord? Donc, il vous montre dans le menu vertical à gauche, cliquez sur paramètres, etc. Alors, là, on doit saisir les paramètres du responsable de traitement, toutes ces informations, qui est le DPO. Et le logo, parce qu'on va générer des documents et le logo va se trouver en haute page à l'entête du document. D'accord? Donc, ça, c'est la première tâche. Donc, le DPO, il a un gestionnaire des tâches pour le suivi de ses actions. La deuxième tâche, c'est importer un traitement. Et là, on va aller sur le traitement RH. Je vais aller sur registre des traitements. Et je vais, alors, il y a une bibliothèque de plus de 30 traitements qui sont déjà pré-remplis pour le DPO. Alors, on va faire ressources humaines, gestion des ressources humaines. Je vais cliquer ici et je vais importer le traitement gestion des ressources humaines. Alors, voilà, le traitement a été importé directement. Et regardez dans le tableau de bord dans mes tâches. Attendez. OK. Il va générer les tâches pour le registre. Alors, ce que doit faire maintenant le responsable, le DPO, d'accord? Le DPO, il a déjà le traitement pré-rempli, mais il doit l'adapter à son organisme, d'accord? Donc, ici, le nom du traitement, la date de mise en œuvre du traitement, il doit la mettre à jour. Donc, chez lui, donc dans son organisme, quand est-ce qu'on a recruté la première personne? On doit mettre la date ici, d'accord? Fondement légal, c'est déjà rempli, loi de travail 90-11, et même les bases légales qui sont utilisées dans les finalités du traitement, d'accord? Vous avez le responsable traitement qui va venir automatiquement lorsque vous l'aurez saisi dans les paramètres. Les catégories de personnes concernées. Les catégories de personnes concernées, ce sont les salariés, et vous avez déjà rempli, donc la collecte, c'est manuel et automatique. Peut-être, alors on doit mettre là à jour ici. Est-ce que c'est un poste déconnecté? Est-ce que c'est sur réseau local ou bien sur Internet? Et est-ce qu'il y a la traçabilité, le chiffrement, etc. Donc, c'est déjà rempli. Vous devez juste adapter à votre situation. Après, vous avez ça.
les catégories de données collectées. Là, nous avons recensé pratiquement toutes, il y a 65 catégories de données qui peuvent être utilisées au niveau du traitement RH. Ce que le DPO doit faire avec le responsable RH, c'est de vérifier s'il y a une catégorie de données qui existe sur DP Manager, mais qui n'est pas traitée, qui n'est pas collectée chez vous, vous allez juste la supprimer. S'il y a une catégorie de données qui est traitée au niveau de l'organisme, mais qui n'existe pas sur DP Manager, on doit juste l'ajouter. D'accord? Sinon, tout y est. Vous allez voir, c'est vraiment avec notre expérience d'accompagnement des entreprises, à chaque fois on enrichit, vous n'aurez qu'à supprimer probablement. D'accord? Ça, c'est pour les catégories de données. Vous avez toutes les informations ici. Même, les durées de conservation, la façon de traiter les données, qui sont les personnes donc là, vous devez modifier s'il y a une modification à faire. D'accord? La finalité du traitement, elle existe déjà. Gestion administrative du personnel en arabe et en français. Les sous-traitements. Alors, souvent, je vois, Nayak, sur les déclarations de certains organismes, ils disent que le traitement RH avec une seule finalité, mais ils ne précisent pas les sous-traitements. Et là, c'est compliqué et ça pose problème. L'ANPDP va l'accepter, mais vous aurez un problème après par rapport aux sous-traitants. Parce que certains sous-traitements du traitement RH nécessitent des sous-traitants. Et si vous n'ajoutez pas ces sous-traitements, vous ne pouvez pas ajouter ces sous-traitants et vous serez en non-conformité avec la loi. Donc, les sous-traitements qui sont... Alors, nous avons listé tous les sous-traitements ici. Nous avons listé 31 sous-traitements. Là aussi, si vous faites ça chez vous, vous gardez et vous modifiez si vous voulez. Nous avons aussi la possibilité, ça qui n'est pas exigé par l'ANPDP, mais pour le DPO, c'est important, c'est est-ce que ce sous-traitement est utilisé grâce à un logiciel? Donc, je peux recenser même les logiciels utilisés dans le traitement de mes données à caractère personnel. Donc, vous avez les sous-traitements, suivi et prévention des risques, diffusion d'images et de vidéos de l'employé, réservation d'hôtels, adhésion à une mutuelle, gestion des performances, traitement des demandes de droits, médecine de travail, déclaration à la CNAS, etc. Il y a des sous-traitements qui nécessitent un sous-traitant. Et là, vous avez la partie des sous-traitants, vous pouvez l'ajouter ici. Par exemple, la formation, probablement, vous utilisez une école de formation. La gestion des annuaires ou la gestion du transport du personnel, je peux utiliser un sous-traitant ici. D'accord? Ajouter le sous-traitant ici. Là, nous n'avons aucun sous-traitant, on doit les saisir. Je peux affecter à ce sous-traitement un sous-traitant. Et là, le logiciel va gérer les contrats termes, etc. Donc, ça, c'est les sous-traitements. Les conservations des données manuelles et automatiques, vous devez la compléter. Les destinataires, ils sont déjà là. Si vous avez d'autres destinataires, vous pouvez les ajouter. Si vous n'envoyez pas à certains de ces destinataires, vous allez les... Par exemple, Kakobat, il y a des sociétés qui ne sont pas concernées. Elles peuvent supprimer directement. Le consentement, comment je collecte le consentement? C'est une signature sur la politique ou la notice. Les droits, comment j'informe les personnes de leurs droits et comment ils peuvent les exercer. Vous allez les trouver ici. Donc, vous voyez, le traitement est complètement renseigné. Vous n'avez qu'à enlever ou supprimer. D'accord? Alors, ça, c'est le registre des traitements. La même chose pour le registre des demandes des autorisations. Là, vous avez les sous-traitants. Quand j'ajoute un sous-traitant, c'est toutes les informations du sous-traitant. Et le logiciel, une fois ajouté, je peux directement créer un modèle de contrat qui va me proposer selon l'activité du sous-traitant ou bien les clauses à mettre dans l'avenant du contrat directement ici. D'accord? Le registre des demandes de droit, là, on va y arriver. On va d'abord, une fois le traitement complété, regarder ce que fait le logiciel. Donc, les actions que je vous ai montrées tout à l'heure dans la présentation. Une fois le traitement complété, je vais venir sur mes modèles des documents. Et là, je vais créer une notice d'information. Là, il vient de me créer une notice d'information
relative au traitement RH. Je peux la modifier ici comme je veux. Et comme le logiciel, une fois modifié, vous enregistrez, il vous génère un lien externe qui permet de partager cette notice avec, par exemple, les salariés. Regardez le lien externe. Ça, c'est un lien externe où j'explique la notice d'information. Donc, vous avez l'objet, définition, responsabilité, catégorie de données collectées. Vous avez là toutes les catégories que vous avez saisies. Les finalités du traitement, ils sont là. Donc, c'est exactement l'article 32. Les destinataires, vos droits, en vertu des articles 34 à 36 de la loi, vous disposez des droits suivants. Droit d'accès, comment les exercer? Voilà, envoyer ou bien un formulaire de demande de droit, etc. Donc, vous voyez, la notice, elle est déjà prête. Et la personne, regardez bien, la personne va saisir ici. Donc, lorsque vous allez partager cette notice avec une personne, elle peut saisir ici, enregistrer, envoyer. Et regardez là, signature des notices d'information. Là, je reçois la signature. Le DPO, il va voir que Béchir Tajeddine a accédé à partir de l'adresse IP, la telle date, telle heure, il a signé la notice d'information. Si vous voulez aller avec plus de justificatifs, vous pouvez, le logiciel prévoit de télécharger carrément le fichier PDF, le faire signer. Par exemple, je vais le télécharger ici. Ça ne marche pas, il y a un problème. Parce qu'on n'a pas rempli le responsable traitement. Une fois téléchargé, il va joindre, donc le DPO, il aura toutes les preuves. Il va joindre le document signé et le mettre ici. D'accord? Et l'enregistrer. D'accord? Donc, là, vous avez la signature de Béchir Tajeddine. J'ai quand est-ce qu'il a signé et j'ai même la pièce justificative de signature qui est là. D'accord? Donc, je peux la télécharger à tout moment comme preuve. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'il y a aussi l'engagement de confidentialité. Là aussi, vous allez ici dans les modèles de documents, engagement de confidentialité. On vous a préparé déjà un modèle. Vous pouvez le modifier. Et la même chose, vous pouvez générer un lien externe pour le partage de ce modèle, de cet engagement, et la personne va le remplir. Une fois rempli, vous allez la retrouver dans signature d'engagement de confidentialité, comme la notice. La même chose pour la charte de sécurité. Elle est là. Vous pouvez la modifier, l'adapter, générer le lien externe et le partager avec vos employés qui vont remplir et vous allez recevoir l'information dans signature de charte de sécurité. D'accord? Très bien. Ça concerne les documents. Maintenant, pour les demandes de droit, regardez, DP Manager prévoit la même chose, un lien externe qui permet aux personnes d'exercer ce droit. Donc là, vous avez un formulaire de demande de droit. Je vais remplir, par exemple, là. Quel droit? Droit de rectification. Je veux rectifier mon nom. Et j'envoie. Je vais envoyer. Attendez. Alors, une fois les droits, je pense parce qu'on n'a pas complété les paramètres. Une fois les droits saisis, vous allez avoir les demandes de droit ici. Alors, je vais vous montrer un cas réel. Par exemple, j'espère que mon compte va m'excuser. Voici les demandes de droit reçues. D'accord? Regardez les demandes de droit. Je peux accéder. Est-ce que j'ai la demande de droit?
quand est-ce que j'ai répondu et le justificatif de réponse. Parce qu'attention, si vous ne répondez pas à une demande de droit, il y a une sanction. Et pour pouvoir prouver que vous avez répondu, il faut garder le justificatif ici. Donc, vous pouvez avoir des justificatifs, donc ajouter une réponse et ajouter le document justificatif, par exemple la signature de la personne qui a reçu sa réponse, etc. Ça, c'est concernant les demandes de droit. Alors, je vais aussi sur les sous-traitants. Vous avez ici tous les sous-traitants, d'accord? Les informations des sous-traitants. Les contrats du sous-traitant, donc toutes les informations. Le registre des violations. Le registre des violations, vous avez un registre de violations qui vous permet de décrire la violation, les personnes concernées, le détail, quand est-ce qu'on a notifié l'autorité et les pièces jointes qui prouvent qu'on a notifié l'autorité, qu'on a pris toutes les mesures nécessaires pour pallier à la violation, etc. Bien sûr, vous avez la gestion des utilisateurs. Vous pouvez ajouter des utilisateurs et leur affecter des rôles. Voici les rôles. Et là, c'est les tâches. Regardez, ça c'est un carré là. Et là, c'est le tableau de bord. Là, j'ai 13 traitements finalisés, 2 en cours, les tâches qui me restent à faire, traitement en cours d'audit, nombre de sous-traitants, les nombres de droits, etc. Alors, le DP Manager intègre un audit de traitement et un audit de sécurité. L'audit, c'est une checklist qui me permet en me répondant, de vérifier est-ce que je suis à jour ou pas. Donc, c'est une checklist sur, alors, on revient sur l'audit. Le détail d'audit, donc sur la base, alors on va afficher tout. Des questions sur les bases légales, est-ce que j'ai répondu pas encore? J'ai des questions sur la confidentialité, les données interdites, les principes, etc. Et à la fin, il va me donner une note sur le degré de conformité du traitement. La même chose pour l'audit de sécurité, c'est une checklist à laquelle je dois répondre et il va me noter, mais évaluer la situation de sécurité chez moi. Il y a aussi évaluation des sous-traitants. Je vous ai dit tout à l'heure que l'article 39, il commence par le responsable traitement doit choisir un sous-traitant qui offre des garanties. Donc, pour vérifier s'il offre des garanties, la phrase, vous savez, en Europe, RGPD, certaines sociétés ont été sanctionnées à cause de leurs sous-traitants. Et c'est la même chose parce qu'ils n'ont pas pris le soin de vérifier est-ce que le sous-traitant est conforme. Parce qu'après tout, un sous-traitant, on va partager avec lui les données à caractère personnel que nous détenons. Donc, on doit vérifier qu'il va prendre soin. Très bien. Là, je peux ajouter une évaluation d'un sous-traitant. La même chose, les garanties qu'il offre, je réponds par oui ou non. Est-ce qu'il y a un contrat, les clauses? Est-ce qu'il y a un sous-traitant du sous-traitant? Et à la fin, j'aurai une évaluation de ce sous-traitant selon, alors, évaluation, c'est un pourcentage. Par exemple, ce sous-traitant, c'est 52%. D'accord? Voilà rapidement ce que fait le logiciel. À la fin, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un plugin que vous allez installer sur Google Chrome qui vous permettra, regardez là le plugin, quand vous cliquez, bon là, il n'est pas connecté à cette base de données parce qu'il est unique pour chaque instance. Vous allez vous connecter grâce à Google Chrome en étant sur la plateforme de l'ANPDP et lui demander de remplir tout ce que vous avez saisi ici sur la plateforme de l'ANPDP. Vous n'aurez plus à faire une double saisie ou une vérification. Il va tout faire à votre place. Voilà. Donc là, rapidement, nous avons fait le tour. J'espère que c'était bénéfique. On passe aux questions maintenant. Je pense que les questions, c'est beaucoup plus pertinent. Celui qui veut poser une question, lève la main, on lui donnera la parole. OK. Autoriser le micro. Alors, on a autorisé monsieur
Il y a beaucoup de questions. Monsieur Louibi, marhaba bik. On a activé votre micro, vous pouvez parler. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Tajdin, Bachir, ça va? La Bonjour base, tout le monde. alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Marhaba. Bonjour tout le monde. Avec ça pour la présentation. J'ai une petite question par rapport à la nouvelle exigence du carnet automatisé des opérations. Qu'est-ce qui est prévu pour est-ce que c'est prévu un développement sur DP Manager? Très bien. Regardez, ça c'est très problématique. Sur DP Manager, il existe déjà le recueil du consentement qu'on a vu tout à l'heure sur les liens externes. Ça, c'est un carnet de traitement, mais ce n'est pas suffisant. Ce que veut dire un carnet de traitement, un carnet automatique de traitement quotidien. Pour les logiciels informatiques, le problème ne se pose pas, c'est le log du logiciel. Donc, chaque logiciel, il a un log qui permet de suivre qui a accédé, qui a supprimé, qui a modifié, etc. Par contre, pour tout ce qui est papier, c'est vraiment problématique ce point-là. On attend l'ANPDP. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que vous savez, consulter un document papier, il a consulté tel jour, telle date. Enregistrer un document là dans l'archive, sur le registre, c'est vraiment problématique. Je n'imagine pas qu'on pourra y arriver à ce point-là. Tout ce qui est automatisé pour les logiciels, le problème est très simple. Il faut que vos logiciels aient un système de log. Mais pour tout ce qui est papier, je ne pense pas que c'est jouable, que c'est faisable. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on donne la parole à Madame Fkrech. Madame Samira Fkrech. Bonjour. 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 Merci pour la présentation. Donc, j'aurais une question sur les données qu'on récolte lors de concours, par exemple, là où on utilise des tests psychotechniques. Et, on nous demande la confidentialité. Donc, déjà, ils utilisent des codes. On n'a même pas accès donc, à l'identité du candidat. Et on doit remettre donc les résultats au client, donc à l'ordonnateur de cette session d'évaluation. Donc, comment faire pour enregistrer ces données et être à l'abri d'une infraction à la… Alors, concours dans quel cadre, s'il vous plaît? Alors, dans le cadre de recrutement ou de promotion interne. Un test psychotechnique, c'est ça? Exactement, tout à fait. Est-ce que alors ça peut être des données de santé, c'est des données sensibles. Si c'est un profilage psychologique de la personne, ça peut être des données de santé et là, vous devez demander une autorisation à la NPDP. D'accord, très bien, ok. Mais vous savez, le plus important, ce que vous devez faire, c'est vraiment de détailler votre traitement et de demander un avis à la NPDP parce qu'ils sont les seuls habilités à juger telle situation. D'accord? Ça, c'est compliqué. Tout ce qui est données sensibles, c'est vraiment compliqué. Moi, je vous donne. Probablement, c'est des données sensibles et vous aurez besoin de faire une demande d'autorisation, mais faites une demande d'avis à la NPDP qui va vous répondre. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qui veut prendre la parole maintenant? Samia Goudji. Madame Goudji, marhaba. Vous êtes là, Madame Goudji? Activez votre micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation qui était intéressante. Je trouve que le logiciel est intéressant quand même. Il répond à un certain besoin que nous
nous avons actuellement notre société. Par contre, bon, j'avais quelques questions. Bon, comme nous, on est une filiale d'une société étrangère, donc est-ce que ce logiciel pourra, par exemple, identifier tout ce qui est transfert? Est-ce que c'est des notes transférables? Oui. J'ai compris votre question. Ça, c'est un autre type de logiciel qu'on appelle les DLP, je crois, data. Ils doivent suivre, est-ce qu'il y a sur chaque PC une sortie de données. Ça, il n'est pas fait pour ça. DP Manager, il est fait pour la conformité de vos données et les déclarations au niveau de la NPDP, collecte des consentements, notice d'information, suivi des demandes de droit, tout ce que doit faire le DPO. D'accord? Mais est-ce qu'il doit vérifier s'il y a une sortie de données à l'étranger? Il ne pourra pas le faire. Ça, c'est un autre type de logiciel. Voilà. Ouais. Oui, j'ai une autre question. Donc, si je comprends bien, cette logiciel ne répond pas aussi, c'est pas un registre de sous-traitance. Parce que, comme vous savez, la nouvelle modification oblige les responsables de tenir un registre de sous-traitance. Parce que nous, justement, on est actuellement, donc on est en même temps responsable de traitement et en même temps sous-traitant. Voilà, donc nous jouons les deux rôles en même temps. Donc, si je comprends bien, c'est juste, c'est-à-dire en notre qualité de responsable. Donc, alors, le logiciel que vous présentez. Ce qui est en développement actuellement, c'est que vous aurez dans le menu registre des traitements en sous-traitance. Ça sera exactement la même chose, sauf qu'il y aura d'autres informations pour quel responsable traitement on est en train de sous-traiter, etc. Donc, dans le menu ici, registre des traitements, registre des autorisations, vous aurez registre des sous-traitements. Donc, ça sera la même chose, la même configuration ici, sauf qu'on doit ajouter pour quel responsable de traitement nous sommes en train de traiter les données. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. OK. Par contre, j'ai une autre question un petit peu technique. Je ne sais pas si vous avez eu déjà affaire à cette question. Actuellement, nous avons reçu une demande d'accès. Donc, c'est un ex-employé qui a enregistré des données à caractère personnel, donc personnel et non pas professionnel. Donc, il a enregistré des photos dans son ex-session. Et donc, qui a quitté depuis un certain temps. Et là, suite à la promulgation de cette loi, donc il est revenu pour nous demander une copie de ces photos-là. Bon, voilà. Donc, comment pourront agir dans ce cas de Alors, comment vous êtes obligé de répondre à la demande de la personne parce que les données des salariés peuvent rester jusqu'à 32 ans au niveau de l'entreprise. Donc, il a le droit de faire une demande d'accès et vous devez y répondre. Et il faut répondre, attention, parce que c'est dangereux. Hein. Ne pas répondre à une demande d'accès, je crois que c'est entre 2 mois et 2 ans de prison. Oui. Mais comment pourront répondre? C'est-à-dire, nous alors, avons c'est tout ça, un comment vous devez c'est répondre. ça vous devez répondre avec des pièces justificatives que vous avez répondues pour que demain, si la NPDP vienne ou bien la justice vienne, vous pouvez prouver que vous avez reçu la demande de la personne telle date, telle heure, par cette façon, parce que c'est vous qui déterminiez comment la personne exerce son droit et vous devez justifier comment vous avez répondu. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. OK, merci. Merci. Monsieur Mesloub, marhaba bik. À vous la parole. Le micro est activé chez vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba. C'est Tajdin, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Allah yisselmek, merci beaucoup. Barakallah fik, Monsieur Tajdin.
Donc, bien sûr, votre présentation elle est très, très bénéfique. Bien sûr, on apprend toujours avec vous. bien sûr, bien sûr, اليوم bien sûr, l'application ou la plateforme que vous avez proposée. Oui. Je veux bien savoir يعني, par rapport à l'application, l'utilisation يعني, par rapport au volume de l'entreprise. Je sais que c'est un outil très très puissant pour suivre bien sûr la conformité. Mais Oui. est-ce que vous avez des recommandations par rapport aux sociétés, par rapport à leur volume? C'est le volume de Alors, traitement. Est-ce qu'elle exige cette plateforme? Elle n'est pas exigeante. C'est par rapport à ça, M. Tajdi. chauffe. L'exigence légale n'existe pas. Il y a un article dans la loi 2511 qui exige que vous teniez chez vous un registre des traitements automatiques ou manuels, d'accord, électroniques ou manuels. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque c'est une petite entreprise, il n'y a pas beaucoup de données, d'accord. On peut le garder en manuel, on peut même le faire en fichier Excel. Mais je vais vous donner un cas qui correspond à la même chose. Donc, vous avez la paye, lorsque vous faites la paye, la Oui. loi ne vous exige pas d'avoir un logiciel de paye. L'exigence de la loi, c'est que vous ayez un journal de paye, fiche de paye, déclaration à la CNAS, dire la DASTAC, etc. Pourquoi on utilise un logiciel de paye? Justement pour faciliter le travail et le faire vite. Donc, ça dépendra du volume de l'entreprise, combien elle utilise de données, de registres de traitement, que les modifications, les demandes de droit. Alors, vous voyez, la dame, elle vient de nous dire qu'il y a une demande de droit qui est venue. Donc, les gens sont en train d'être sensibilisés à leurs droits et vous risquez, soyez-en certains, dans le futur, de recevoir des demandes de droit. Pour recevoir les demandes de droit, là, vous avez aussi besoin d'un registre des demandes de droit de suivi. Vous pouvez le faire dans un registre papier, comme vous pouvez utiliser une solution informatique. Voilà. C'est bon? Oui, très bien, M. Tajdi. Barakallahu fik. Merci. Monsieur Mejdoub, Raouf. Bonjour Tajdin, je profite pour te Bonjour saluer. Raouf. Je profite pour te saluer, cher ami, un des vétérans d'Arahmania. Merci beaucoup, mon ami, merci. J'espère que tu vas bien. Je te remercie. Je suis tombé sur ton email, sur ton annonce LinkedIn, donc je n'ai pas hésité à sauter sur l'occasion et à venir t'écouter, et toujours avec beaucoup de sagesse et beaucoup de pédagogie, ce Merci que tu beaucoup, avais à mon nous ami. dire. Alors, déjà, je commencerai par une remarque. Je pense qu'une bonne compréhension, une maîtrise, l'outil que tu viens de nous présenter, qui est très pertinent. Je pense que ça nécessite déjà une très bonne compréhension de la loi, du texte, des textes de loi. Et C'est clair. voilà. Et en même temps, comprendre ce qui est écrit dans les textes et comprendre aussi ce qui n'est pas écrit. Parce qu'il y a une nuance. Exact. Il y a beaucoup de choses. En fait, on se rend compte quand même que la loi est très consistante en termes de demande par rapport à l'obligé qui doit exécuter et appliquer les textes de cette loi. Anna, je vais passer directement à ma question. Je ne sais pas si c'est une question qui est en relation directement avec votre logiciel ou là, avec le texte de loi. Il n'y a pas de Alors, problème. Anna, dans mon cas, tu sais très bien ce que je fais. On fait pas mal de choses de notre côté. Je vais prendre le simple exemple d'une partie de ce qu'on fait, c'est la géolocalisation de véhicules. Alors d'abord, pour moi, un véhicule, je ne sais pas si c'est une donnée personnelle ou pas. Là, je devrais me renseigner plus sur l'aspect juridique. Mais ma question, c'est par rapport au le concept, la notion de sous-traitant dans le logiciel. Et par extrapolation, la notion d'un sous-traitant au sens du texte. Alors, là, on reçoit des données du client et le client traite aussi ces données de son côté. Donc, en fait, on fournit des données et il y a des traitements qui sont effectués par le client sur une plateforme que nous, on fournit. Donc, il y a une sorte de traitement qui pourrait être… Raouf, je connais très bien le sujet, je vais t'expliquer. Dis-moi, parfait, super. Alors, le traitement géolocalisation,
si le client, ton client, il enregistre les noms des chauffeurs, d'accord? Très bien. C'est des données personnelles, automatiquement, vous êtes concerné par la loi. Maintenant, comment on va vous qualifier? Le fait que toi, tu héberges les données de ce client qui gère la géolocalisation de ses chauffeurs. Tu deviens un sous-traitant pour ton client dès lors que tu héberges chez toi ces données, parce qu'il y a un nom, prénom. S'il n'y a pas de données personnelles, la loi ne s'applique pas, on s'en fout. Géolocalisation des camions, son chauffeur, on s'en fout. Si le logiciel, si ton client enregistre des données personnelles telles que le nom, prénom, tu deviens automatiquement un sous-traitant par le fait que tu offres une solution qui est hébergée chez toi. Donc, automatiquement, tu deviens sous-traitant. D'accord? Et ça doit être déclaré par ton client qui va te déclarer en tant que sous-traitant. Et dans la sous-traitance, peut-être la fourniture d'une solution hébergée en ligne. Le deuxième point à voir, si ton hébergement est à l'étranger, tu dois faire une demande d'autorisation pour une solution SaaS qui héberge les données de tes clients pour que tu sois conforme. D'accord. Bon, là, sur ce point, le problème ne se pose pas parce qu'on est tenu réglementairement d'héberger toute plateforme technique en Algérie. Donc, le problème ne se pose pas. D'accord, d'accord. Et dis-moi, par rapport aux données, tu as les clients, c'est-à-dire comme ça soit des personnes morales. Bon, je ne parle pas des cas de personnes physiques, oui, ça reste des données personnelles, mais par contre, une personne morale, est-ce que c'est considéré comme données personnelles? Non, les données de la personne morale, en disant par exemple SPA Algérie Télécom, il n'y a pas de données à caractère personnel. Mais attention, lorsque je vais enregistrer dans mon CRM les contacts de cette personne morale, ce sont là les données à caractère personnel. Hein? Deuxièmement, lorsque la société, c'est une personne physique, entreprise Abdelkader Boualem, automatiquement, c'est des données à caractère personnel parce que dans le nom de la société, j'ai le nom de la personne. Et lorsque l'entreprise, c'est une URL, dans le registre de commerce, il y a une seule personne qui est identifiée. Donc, le nom, la raison sociale de la URL devient une donnée à caractère personnel parce qu'elle me permet de remonter vers le propriétaire. D'accord? Donc, c'est vraiment délicat. Ben, je te remercie. Je pense qu'il faut un petit approfondissement dans la loi 1807 qu'on essaiera de faire. Merci beaucoup, Tajdeh. Merci, Raouf. Merci d'être présent avec Saha. Ça m'a fait plaisir. Avec grand plaisir. Alors, on donne la parole à Hamdad Mourad. Monsieur Hamdad, vous êtes là. Vous avez la parole. Votre micro est activé. Non? OK. On donne la parole à Monsieur Aïssaoui. Monsieur Aïssaoui. On donne la parole à Monsieur Zoubir, notre ami Zoubir Zemmam. تفضل زبير. السلام عليكم، صباح الخير تاج الدين. مرحبا زبير، واش راك خويا؟ صافا؟ بونجور تو الموند. الله الحمد لله، انت لاباس؟ بس merci beaucoup. الحمد لله. Bon, Taj الدين, j'ai deux questions. Donc la première c'est concernant le partage des traitements par direction. Par exemple, on peut partager les traitements par direction RH avec les responsables rapportés RH pour qu'ils puissent un peu mettre à jour leur traitement au temps opportun. Oui, voilà. C'est faisable dans DP Manager. DP Manager te permet de créer des utilisateurs pour chaque service et de leur donner accès uniquement
au traitement qui les concerne. Parfait. Parfait. Donc, un accès en visualisation, ils peuvent aussi modifier. Vous pouvez créer les rôles comme vous voulez. Vous avez ici les rôles, ajouter un. Là, nous avons admin consultant. Vous pouvez ajouter un rôle, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut voir, etc. D'accord? Parfait. Parfait. Hein? Parfait. Voilà. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant la gestion d'une. Bon, on est un groupe avec plusieurs filiales. C'est parce qu'on a la possibilité d'avoir une instance centrale avec plusieurs pour gérer plusieurs Enfin, une comptes. instance centrale, non, mais vous pouvez avoir plusieurs instances pour la même entreprise et on vous fera une remise spéciale. Si c'est ça le besoin. Voilà, d'accord. D'accord. Parfait. Ok. Merci bien. Merci. Je vous en prie. Alors, on redonne la parole à M. Hamdet parce qu'il a redemandé la. Tfadal, c'est Hamdet. Demander, mais je crois qu'il n'arrive pas à activer son micro. Est-ce qu'il y a une question-réponse? Bonjour, pouvez-vous préciser où seront hébergées les données? Parfait, c'est une très bonne question. DP Manager est actuellement hébergé chez Ecosnet et chez Jazzy Cloud en double. Donc, ça, c'est la réponse à Noël. Attends d'autres questions. Parfait, chers amis. Donc, vous pouvez visiter le site web de DP Manager sur dpmanager.com et vous aurez toutes les réponses. Vous avez même une bibliothèque de ressources à télécharger, les textes, les guides, etc. Vous pouvez les trouver dans la partie ressources. Donc, la présentation, les fonctionnalités, qui sont déjà les clients, etc. D'accord? J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Merci d'être venu. Merci d'avoir été présent. Yatikum saha. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Merci à vous. Yatikum saha. Allez, au revoir. Merci, Tajdin, et bon courage à tous. Au revoir. Merci, Raouf. Merci beaucoup. Yatikum saha.